Je n'ai jamais dit que l'Europe était responsable de tous les maux. Bien entendu, c'est comme si on disait que, si vous voulez, l'occupation allemande en 1940 n'était pas responsable de tous les maux qu'il y avait en France, bien entendu. Ou bien quand le tabac n'est pas responsable de tous les cancers. Bon, mais il n'en demeure pas moins que sur les grands sujets que vous évoquez, notamment la paupérisation générale des Français, le fait qu'il y a, selon l'INSEE, 400 000 personnes qui ont basculé en dessous du seuil de pauvreté en 2018. C'est les dernières statistiques disponibles. Ça veut dire que 1100 Français chaque jour basculent en dessous du seuil de pauvreté. Les classes moyennes s'appauvrissent et les classes les plus populaires versent dans la misère. On n'a jamais vu autant de SDF. Le fait, la réforme des retraites, elle est imposée par les rapports des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Le démantèlement des services publics, la privatisation rampante de la SNCF, la privatisation des aéroports. Tout ça, d'ailleurs, la meilleure preuve que ce que je dis est vrai, c'est que ce sont des médecines qui ont été imposées à la Grèce. La privatisation des aéroports, la privatisation du loto. Nous, on a privatisé la Française des Jeux. C'est imposé à la Grèce, c'est imposé au Portugal, c'est imposé à l'Italie, c'est imposé à la France. Les réformes des retraites par points, tout ceci nous vient directement. Alors, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais il y a ce rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est imposé par la Commission européenne chaque année à chaque pays, en vertu de l'article 121 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, et en France qui est doublé de ce qu'on appelle le PNR, le Programme national de réforme du gouvernement, tout ça, ce sont des documents absolument publics et qui expliquent voilà comment on fait pour mettre en œuvre les GOPÉ. J'ai vu une fake news extraordinaire dans le journal 20 minutes à Paris qui explique que en fait ce que nous disons est faux. Sauf qu'ils ils disent pas que c'est l'UPR. Hein. Le mot même de l'UPR ne doit jamais être prononcé. Ici, vous êtes maintenant définitivement carbonisé, puisque vous m'avez invité. Le mot même on de prend le risque. le mot même de Asselineau et de l'UPR, quand on se dit il faut sortir les pattes de lapin et les crucifix. Donc on n'a pas le droit. Mais on a pris de l'ail. Alors, à 20 minutes, ils ont dit non, en fait, ce ne sont que des recommandations, nanani nanana, c'est pas du tout vrai que ce sont des obligations. C'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle le six-pack, il y a des contraintes financières qui sont imposées si on ne respecte pas ces mesures qui ne doivent pas être imposées, je suis d'accord, dans le mois suivant le rapport, mais qui doivent être imposées, comment dirais-je, année après année, par le double phénomène de la pression des pairs, c'est-à-dire que le président de la République ou le Premier ministre doit rendre compte aux autres des avancées, entre guillemets, qu'il a faites, et si la France n'avance pas, boum, on a des pénalités. Alors, là où je suis d'accord avec madame, c'est que vous avez raison. Il y a d'autres phénomènes. Moi, je suis le premier à être effondré par comment dirais-je, la nécrose des contre-pouvoirs en France. Ça, c'est tout à fait exact. Nous, on est allé voir le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Bon, je vais pas dire des méchancetés, mais il a disjoncté. Voilà. C'est pas normal que le CSA, par exemple, ait avalisé le fait qu'on n'a pas le droit de parler dans les grands médias français de la pétition contre la privatisation d'ADP. Vous savez que les médias font le silence là-dessus. Donc, il y a des gens qui se sont pourvus devant le CSA en disant quand même, est-ce qu'on pourrait pas en parler? Le CSA, non, c'est la liberté voilà. Donc, le CSA a disjoncté. Nous, on a fait, je ne sais plus combien de dossiers au CSA qui ne bougent pas. Le Conseil d'État, bon, il a un peu râlé, là, sur l'affaire de la réforme des retraites, mais le Conseil constitutionnel avalise des choses que, à mon avis, sont absolument scandaleuses. Les députés et les sénateurs, nous, on a publié depuis plus d'1 an. Parce que nous soutenons les Gilets jaunes. D'ailleurs, Étienne Chouard, que vous connaissez, avait appelé à voter pour notre liste. Nous, dans la foulée des Gilets jaunes, on a fait un dossier pour la destitution de Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. Il y a un seul député pour l'instant, Franck Marlin, qui a accepté de signer, alors que notre dossier s'épaissit de mois en mois, tellement Macron piétine la Constitution française. Mais ça, c'est un autre problème. Je pense que c'est un problème très ancien en France, que la France est un pays de tradition monarchique. Voilà. Et lorsque vous avez un bon roi comme un bon président, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la défense du peuple contre les féodaux de son époque, les marquis, les comtes, les ducs sous l'Ancien Régime, et à notre époque, c'est les présidents des sociétés du CAC 40 ou les grands banquiers. Si vous avez un De Gaulle ou si vous avez un Henri IV, à ce moment-là, le système marche. Si vous avez en revanche un Louis XV ou un Macron, ça ne marche pas parce qu'il prend le parti de l'oligarchie contre le peuple. Alors justement, Christine, un dernier mot, après on avance. Vous pointez du doigt ce que je voulais dire. Bon, un De Gaulle, on l'a plus, hein, il est parti. Donc là, il y en a un autre qui arrive. Là, Qui d'autre à part moi, honnêtement?
Ce que je veux dire, c'est vraiment ça. C'est en quoi la quitter. Ma question, elle était réellement là. Nos institutions aujourd'hui ne permettent pas cette souveraineté du peuple. Est-ce qu'il n'y aurait pas en fait une troisième voie entre l'association d'États fédéraux et le fait que la France soit toute seule au milieu à côté d'autres États? Alors ça, c'est encore autre chose. Mais là, vous exagérez parce que c'est un tout nouveau sujet. On va en parler après, peut-être. C'est pour ça que j'aimerais bien avancer un peu. J'aimerais rajouter un petit truc. Parce que pour répondre à Madame, la priorité, de toute façon, il y a une hiérarchie de priorités. Oui. Bon, et moi, autant je suis sensible aux gens qui veulent... Nous, par exemple, dans le programme de l'UPR, depuis X années, on n'a pas entendu le mouvement des Gilets jaunes. C'était déjà on l'avait déjà dit en 2011, un référendum d'initiative populaire, mais pas un truc avec 4 600 000 personnes. Un truc avec, moi, j'avais mis 700 000 personnes. 700 000 personnes pour que les Français puissent s'emparer d'un certain nombre de sujets qui leur tiennent à cœur. Nous, c'est dans notre programme. Et ça, je suis d'accord qu'il faut moderniser les institutions françaises. Il faut avoir aussi un Conseil constitutionnel qui ne soit pas constitué comme actuellement par des copains de président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, mais qui soient des gens qui soient éventuellement élus par le peuple ou par leurs représentants. Il faut renforcer les contre-pouvoirs de la société française. Mais c'est pas parce que vous aurez donné un référendum d'initiative, machin chose, si on est bloqué par les traités européens, on n'en sortira pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de RIC sans Frexit. Voilà. Alors pour répondre à la question de monsieur... Parce qu'on répond qu'à celle-là. Il y en a encore 3 en non, mais j'ai pas posé de question pour l'instant. Non, il disait qu'il y avait un problème... des conséquences du Frexit. Un problème moral avec le Frexit. Alors j'avoue, je ne comprends pas très bien. Je vais vous expliquer alors. Voilà, moi, ce que je voudrais dire quand même... Peut-être qu'il va développer un peu, Stéphane. Ben, en fait, moi j'ai fait mon droit dans les années 90 à Strasbourg. Vous connaissez l'attachement de cette ville pour la construction européenne. Moi, je considère que la situation de l'Europe aujourd'hui, c'est celle que nous avons voulu, nous les Français avec les Allemands. Et je nous considère un peu comme le capitaine d'un bateau. Et le capitaine ne quitte pas le bateau quand la trajectoire est mauvaise. D'abord, on cherche à changer la trajectoire. Et après, on trouve des solutions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au lieu de tuer le malade, il faut mieux peut-être le soigner. Alors, moi, je voudrais dire à cela que d'abord, les Français n'ont pas voulu ce bateau. Ils ont voté, dont moi, à 55% non à la Constitution européenne en 2005, dont moi. Et j'estime que depuis ce jour-là, cette procédure, cette construction est frappée d'une totale illégitimité. Il s'agit d'une tyrannie. Je vous rejoins là-dessus. Deuxièmement, qui a demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour que entre la Slovénie, l'Estonie, la Lituanie, personne. Ce sont des choses qui ont été imposées. Moi, je connais dans les allées du pouvoir des ministres, des gens comme ça qui disent on n'aurait jamais dû faire entrer. Et quand les gens me disent on n'aurait jamais dû faire entrer les 10 pays de l'Est, on n'aurait jamais dû faire entrer la Roumanie, on devrait jamais faire entrer la Macédoine du Nord ou l'Albanie, je leur dis mais c'est qui on? Qui est on? Qui a décidé? Donc ça veut dire que c'est pas les Français qui ont décidé. Hein, en réalité, quand vous croirez comment dirais-je, maintenant on appelle ça aux États-Unis, on appelle ça le storytelling. Hein, c'est-à-dire on raconte une belle histoire. Tant que vous croirez que c'est Jean Monnet et Robert Schuman qui ont inventé avec le 8 mai la déclaration. Qui sont des agents de la CIA, vous avez. C'est pas moi qui le dis. Enfin, si c'est moi qui le dis, mais allez voir les informations divulguées par les documents de confidentielle défense du département. Vous teniez cette information du magazine Historia qui a par la suite démenti. Pas du tout. Ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré pendant 6 mois. Ils l'ont remis ensuite en ligne. Et d'ailleurs, je ne le tiens pas du magazine Historia. Je le tiens. C'est un complot alors. L'Europe est un complot des Américains. Pour résumer grossièrement, c'est un peu ce que vous nous dites. Non, mais je vois bien ce qu'il y a derrière votre idée. Il y a l'idée que c'est un réflexe pavlovien sinon le complotisme. Je vous signale que je vous apporte la contradiction comme un interlocuteur. Je vous signale que dans la première version pour lever le doute. Je vous signale que l'histoire de l'humanité n'est faite que de complots. Je vous signale que dans la Constitution de Charles de Gaulle de 1958, dans l'article 68, je crois, il faudrait revoir, il était question de complot contre la sûreté de l'État. Complot contre la sûreté de l'État. Et il était question
de la haute trahison. Or, ces deux incriminations qui avaient été prévues par De Gaulle et qui d'ailleurs remontaient, on avait trouvé les mêmes traces dans les constitutions antérieures, ces deux incriminations ont été retirées de la Constitution française. Allez chercher maintenant, que tous les auditeurs aillent vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Je sais que c'est vrai. Il y avait le complot contre la sûreté de l'État qui a été supprimé et également le principe de haute trahison. Eh bien donc, il y a en effet, la construction européenne n'est pas pilotée par la France. D'ailleurs, on le voit bien. Regardez ce pauvre Macron. Là, il est là. Il fait quoi là? Il veut s'y faire. Il veut une autre Europe, une autre Europe. Je vous rappelle, puisque vous parliez d'une autre Europe, que on ne peut changer les traités qu'à l'unanimité des États membres, donc 27 États membres. Et donc, quand vous avez des États dont les intérêts sont totalement différents, voire antagonistes, eh bien, vous arrivez à rien. Pourquoi ne pas changer les règles plutôt que de s'en débarrasser? Pourquoi est-ce qu'on ne s'évertue pas à changer les règles de l'Europe? Il faut l'unanimité. Eh ben oui, vous allez dire au Luxembourg, écoutez, chers amis, vous êtes des petits cons, donc vous allez plus avoir votre mot à dire, non, le principe de l'unanimité, je garde le principe de l'unanimité. Et vous n'en sortirez pas. Malte, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovaquie, tous les Pays-Bas diront non, nous on est petits, mais on veut garder notre droit. Monsieur Asselineau. La France a beau être la 6e puissance mondiale, elle n'est qu'un nain, entendu, écouté, influent, certes, mais un nain politique au milieu du magasin de porcelaine qu'est le monde, piétiné par la Chine, la Russie et les États-Unis comme des éléphants. En revanche, auréolée de son appartenance à l'Union européenne, malgré toutes ses lacunes, on les a évoquées, elle pourra se permettre de jouer quasi jeu égal avec eux. Sur le plan technologique notamment, il y a les GAFA américains et les BHATX chinois, ces immenses entreprises du numérique qui se partagent le monde. Déjà que l'Europe a du mal seule, on a peine à s'imaginer que la France seule pourra éviter sa colonisation numérique, sa vassalisation par les puissances qui se partagent le monde. Donc ma question est simple, du moins peut-être dans sa formulation. Est-ce qu'une France isolée serait une France plus libre ? Alors non, la France isolée serait une France affaiblie. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque la France n'a jamais été aussi isolée. La France, elle est isolée parce qu'elle s'est coupée de tout ce qui faisait sa puissance, c'est-à-dire ses liens avec le monde. La France était grande. La grandeur de la France a culminé sous De Gaulle. Donc vous dites qu'une France hors de l'Europe serait contre-intuitivement en fait moins isolée qu'elle ne l'est dans l'Europe. Bien sûr. C'est en sortant de l'Union européenne que la France va de nouveau ne plus être isolée. La France, elle est en train de s'isoler du reste du monde, des pays du Maghreb, des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient, de l'Amérique latine, de l'Asie. Tout ce que De Gaulle avait renoué. Je vous assure que dans les années 60, la France était devenue un pôle mondial de référence. Et rappelez-vous, lorsque Jacques Chirac et Dominique de Villepin, en 2003, se sont opposés à la guerre en Irak, dans les semaines qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, il y avait des files d'attente dans le monde entier, de Buenos Aires à Tokyo, de Pékin à Sydney, de Mexico au Caire et de Moscou à Johannesburg, de gens qui voulaient réapprendre la langue française. C'est-à-dire que l'opposition à l'impérialisme américain, d'un seul coup, redonnait à la France ce qu'a De Gaulle avait compris, être le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Aujourd'hui, la France, elle s'est coupée. Regardez, on perd pied partout. On est méprisé partout. Il faut dire que Macron est particulièrement méprisable. On peut dire qu'il c'est 100% faux. Dans le monde entier. Il s'est mis à dos tout le monde. Poutine, Donald Trump, le Premier ministre australien, le président du Burkinabé. C'est pas un peu manichéen, ça, quand même. Non. C'est pas mis à dos tout le monde. Bien sûr. Ça. Écoutez, il a quand même des liens plus ou moins, tumultueux peut-être avec certains pays. Donald Trump notamment, mais il est pas. Non, avec Donald Trump, pas seulement. La France n'a pas le dos. En même temps, il vaut mieux qu'il soit en conflit avec Donald Trump. Vu le personnage. Il s'est mis il est en conflit avec Vladimir Poutine. Il est en délicatesse avec Madame Merkel. Il a des intérêts divergents. Il a rappelé l'ambassadeur, on n'avait jamais vu ça depuis les années 30 en Italie. Il s'était opposé aux Anglais. Il a fait la leçon aux Polonais. Il est en froid avec les Hongrois. Il a dit, quand il est allé en Australie, comme il parle très mal l'anglais, contrairement à ce qu'il croit, il a dit la femme du Premier ministre. Devant Israël, il n'y a pas longtemps. Il s'est fâché en Israël. Quand il est allé en Australie, il a dit devant les médias, en parlant de la femme du Premier ministre, Your wife is delicious, ce qui veut dire votre femme est bonne. Bon, alors. Non, mais il a été appelé Pépé le putois dans toute l'Océanie. Bon, après ça, il s'est fâché en Afrique de l'Est il s'est fâché avec l'Afrique de l'Ouest, il s'est fâché avec le président du Brésil, il est fâché avec tout le monde. Voilà. Bon, pour en revenir à l'intérieur même de l'Union européenne, il est complètement isolé.
Voilà, par exemple, il a refusé l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Il y avait que le Danemark et les Pays-Bas qui étaient un peu d'accord avec lui. Tout le monde l'a fui. Il veut changer l'Europe, mais il est le seul. Il est le seul à avoir son projet. Je suis désolé, la France n'a jamais été aussi isolée. Ouais. Maintenant, je voudrais dire que il y a quelque chose qui va être un juge de paix dans toutes ces histoires. C'est ce formidable événement qui est le Brexit. L'année dernière, au moment des européennes, on avait beaucoup sur le terrain de gens qui venaient me voir, parce que je suis allé beaucoup sur le terrain, qui venaient voir nos militants, et il y en a qui disaient oui, j'ai écouté vos conférences, c'est intéressant, mais vous comprenez bien, on peut pas sortir de l'Union européenne. Regardez, vous voyez bien les Britanniques, ils n'y arrivent pas, ça fait 3 ans. J'expliquais que ce qui était difficile, c'était pas de sortir de l'Union européenne, ce qui était difficile, c'est d'obtenir que ceux qui ont été battus par le suffrage universel acceptent le verdict des urnes. C'est-à-dire que les anti-brexiteurs au Royaume-Uni ont utilisé tous les médias, tous les artifices, tous les députés à la Chambre des communes qui étaient contre pour entraver le verdict populaire. Exactement comme en France. En 2005, ils ont perdu. Oui, mais en France, il y a eu 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Et au bout de 3 ans, la même durée, 3 ans, nous, on nous l'a fait à l'envers avec le traité de Lisbonne, au motif qu'on avait voté pour Sarkozy, qui avait mis une petite footnote dans son programme en disant « je ferai ratifier un mini-traité ». Nous a dit en passant, Mme Ségolène Royal avait dit la même chose. Donc on avait le choix entre la même chose, en fait. Donc, on va donner la parole à Jamila. Le formidable truc, c'est qu'on va voir maintenant ce qui se passe au Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni va se refermer du monde ou est-ce qu'il est en train de se réouvrir? Et vous allez avoir l'histoire vous donnera tort, vous donnera raison. Elle est d'ores et déjà en train de me donner raison. Elle est déjà. Jamila après question. Écoutez, pour prévoir l'avenir, il y a une discipline qui est une seule vraie science, c'est la démographie. Je suis désolé, mais en France, il doit y avoir... J'avais vérifié ça il y a une dizaine d'années, ça n'a pas dû beaucoup changer. Il y a 800 Finlandais vivant en France, inscrits au consulat de Finlande. On doit avoir quelques centaines, allez, mettons 3000 ou 4000 personnes ressortissant des pays baltes. Vous avez en revanche des millions de Français d'origine maghrébine. Donc quiconque veut prévoir l'avenir sait que l'avenir de la France passe infiniment plus avec les pays de son ancien empire colonial, les pays de la francophonie, qui, soit dit en passant, les pays de la francophonie viennent de dépasser les 512 millions d'habitants, alors que l'Europe vient de tomber à 410 millions d'habitants. C'est-à-dire que nous faisons un choix qui est un choix, on regarde l'avenir dans un rétroviseur. Je suis désolé, la France, pour préparer le XXIe siècle, doit faire, c'est exactement ce que fait d'ailleurs Boris Johnson. Il prépare le XXIe siècle en rouvrant le Royaume-Uni sur le monde. Pas beaucoup de gens ont souligné à quel point le gouvernement britannique actuel, il comporte des ressortissants britanniques originaires. Le ministre des Finances est originaire de l'Inde. Il y a des ministres qui sont originaires de l'Ouganda, etc. Christine, oui. Est-ce que par rapport à ce que vous disiez là, par rapport à la géopolitique, est-ce que vous penseriez plutôt la France dans un bloc méditerranéen, par exemple? Je pense que dans le monde du XXIe siècle, tous les pays sont en contact avec tout le monde. C'est la vérité. Grâce aux échanges internationaux, aux avions, à Internet, à tous les moyens de communication. Demandez d'ailleurs à des jeunes Français. Où est-ce qu'ils rêvent d'aller en vacances? Ils rêvent d'aller, à votre avis, au Danemark, au Luxembourg, ou bien ils rêvent d'aller aux États-Unis, en Australie, ou la réponse, elle est immédiate. Oui, à Phuket, mais c'est vrai. Bon, c'est le monde d'aujourd'hui. Et moi, j'ai vécu au Japon, et j'ai été dans 95 pays du monde, et je considère que on n'a plus le droit au XXIe siècle. C'est vraiment un sujet de la politique ou de la géopolitique au plus haut niveau que je dis. On n'a pas le droit. C'est immoral et c'est bête et c'est stupide de faire des distinguos entre des pays torchons et des pays serviettes. Parce que ça, c'est le choc des civilisations voulu par les géostratèges américains. Le meilleur antidote à la guerre, parce que la construction européenne est un vecteur de guerre, c'est qu'il faut développer des relations commerciales et d'amitié avec tous les peuples du monde. Et moi, autant il faut qu'on soit en bon terme avec les Allemands, bien entendu, mais pourquoi je n'ai pas envie de rejeter les Marocains, les Algériens, les Brésiliens, les Chinois. Nous avons des intérêts fondamentaux avec les Canadiens, les Chinois, les Japonais. Justement, donc par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, par rapport au dumping fiscal qui est au niveau mondial, qui finalement est le même en Europe, si on arrivait à uniformiser ça justement par rapport à des traités européens où au moins c'est uniforme chez nous, est-ce qu'il n'y aurait pas une vraie action sur ça pour garder... Comment feriez-vous, monsieur Asselineau, on imagine
le Frexit, vous êtes président, vous êtes revenu, comment vous allez faire? Vous verriez ce qui se passerait. Eh bien, non, la question, c'est comment allez-vous faire pour garder les entreprises sur le sol français? Très bonne question. Alors, très bonne question, et vous allez voir l'excellente réponse. Parce que pas trop longue, hein, s'il vous plaît. Vous savez, les Chinois ont un joli proverbe, ils disent « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». D'où viennent les délocalisations industrielles? Elles viennent d'un article, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui a été inscrit avec un autre numéro dans le traité de Maastricht de 92, qui était d'ailleurs une reprise, l'invention, c'est un acte unique de 86. Cet article dit « toute restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres de l'Union européenne et entre les États membres et les États tiers est interdite ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis lors, on ne peut plus s'opposer à ce qu'avant on pouvait s'y opposer, au fait que des grands capitaux, des dirigeants d'entreprises, à la demande de leur conseil d'administration, délocalisent, sortent des centaines de milliers, voire des millions, voire des milliards d'euros pour aller construire des usines en Slovaquie ou en Bulgarie pour bénéficier de droits de salaires très 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 inférieurs. Et d'ailleurs, il n'y a aucun projet d'harmonisation de ces salaires. Donc il y a bien déjà une concurrence intra-européenne, mais aussi pour aller les délocaliser au Bangladesh ou au Vietnam. Donc la réalité, elle vient du fait que c'est ce qu'on appelle la libre circulation des mouvements de capitaux. Nous, lorsque nous sortirons de l'Union européenne, la première chose que l'on fera, on rétablira le contrôle des mouvements de capitaux, comme c'était d'ailleurs le cas sous De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand jusqu'en 86. Je vous ferai remarquer que dans le monde, il n'y a que les pays de l'OCDE qui ont appliqué cette politique de totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Or, ils sont tous en train de se vider de leur substance industrielle. C'est ce qui a fait d'ailleurs le succès électoral de Trump. Ce qui fait que partout dans les pays occidentaux, c'est qui fait le fait que moi j'ai connu le Japon en 81. C'était un pays qui était fantastique. Il avait la taille des 3/5 de la superficie de la France. Il représentait à lui seul 17% du PIB mondial ou 19%, alors que les États-Unis c'était une trentaine de pourcents. Désormais, le Japon est en plein déclin. Enfin, il fait du surplace parce qu'il s'est vidé de substance au profit des délocalisations vers la Chine. J'ajoute que ces délocalisations ont fait perdre des quantités, des millions d'emplois dans les pays de l'OCDE et notamment en France, et sont à l'origine aussi de cette fantastique, pollution généralisée de la planète, parce que lorsque vous faites tout fabriquer à 18 000 kilomètres, tout est fabriqué en Chine ou au Vietnam, vous avez une noria. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est revenir à quelque chose qui soit raisonnable. Essayer de produire le plus près possible, que ce soit en matière agricole, que ce soit en matière industrielle. Si on fait ça sur la France, vous montez les frontières, on garde les taxations, etc. Je ne comprends toujours pas, excusez-moi, pourquoi une entreprise ne mettrait pas son siège ailleurs? C'est ça la question. Mais c'est ce qu'elle fait actuellement. Eh bien oui, mais elle le fera encore. Non, justement, qu'on soit seul ou pas. Mais non, il ne s'agit pas d'être seul, il s'agit de réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux. C'est depuis qu'il y a le contrôle des mouvements de capitaux que c'est une hémorragie générale. Parce que je peux raisonner dans le sens inverse. Si on reste dans l'Union européenne, écoutez, dans 10 ans, il n'y aura plus d'industrie en France. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps? Excuse-moi. Juste, Jamila, c'est pour finir là-dessus. Alors que dans mon idée, quand on parlait de réparer l'Europe, le fondement, en fait, moi aussi j'ai grandi avec ça. Voilà, l'Europe c'est bien. À 27, on sera plus fort que si on est tout seul. Voilà. Malheureusement, vous savez, c'est ce que disait Jean-Jacques Rousseau disait, les idées générales sont la source des plus grandes erreurs des hommes. Oui. Parce que si vous êtes 27, attendez, vous êtes dans un, laissez-la peut-être terminer. Mais juste dire que à 27, mais si on est d'accord, moi ce qui me choque effectivement dans cette Europe, c'est que à l'intérieur même, si vraiment on était soudés, à l'intérieur même, les règles devraient être égales, notamment si on parle, moi je me dis, il y a 27 pays, 27 entreprises différentes, si elles sont taxées de la même manière, que ça soit au Luxembourg qui est quand même à 17, en France qui est à 33, si on uniformise tout ça, je suppose, et je pense que ça serait la réaction, mais qu'on va rester sur son local, puisque de toute façon, on n'a pas besoin d'aller gagner de l'argent. Une réponse courte et après on conclut sur cette partie. Mais vous dites si, mais ça n'est pas le cas.
Ça n'est pas Oui, le cas. c'est pas le cas. Mais ça n'est pas le cas pour des raisons très très profondes. Le Luxembourg, par exemple, qui a le pouvoir à lui seul de bloquer toute réforme des traités, n'a quasiment pas d'industrie et ne vit que de la finance. Donc lui, jamais, au grand jamais, il va vouloir revenir sur la libre circulation des mouvements de capitaux. À cause de la fameuse unanimité dont vous Bien parliez sûr, tout à mais l'heure. pas seulement lui. D'accord. Il y aura Malte, il y aura Chypre, il y aura les pays de l'Est. Donc, si vous voulez, dans tous les domaines, on assiste à un phénomène de blocage. Vous dites, on est plus fort à 27. Non. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez, vous avez 27 personnes qui sont dans un autocar, et puis l'autocar fait une embardée, il tombe dans le fossé. Les 27 personnes sortent de là, et ils tirent tous avec une corde pour le sortir. Là, oui, ça va marcher, parce qu'ils veulent tous sortir le truc. C'est un objectif concret, immédiat, et tout le monde a intérêt... tous dans le même sens. Et tout le monde a intérêt à sortir le truc. Bon, maintenant, une fois que le truc est remis, vous faites monter les gens, et vous dites aux 27 passagers, bon, on va en vacances, où est-ce qu'on va ? Ben, 2 ans après, tout le monde est encore là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui fonctionne bien, ce sont les coopérations internationales, comme Airbus, qui n'a aucun rapport avec la construction européenne. Airbus, lorsque des entreprises... D'ailleurs, vous savez que dans Airbus, il y a la moitié des pays de l'Union européenne qui n'y sont pas, alors que vous avez la Russie, le Japon, la Chine, les États-Unis, l'Australie qui sont dans l'Airbus. Donc, lorsque vous mettez de la coopération internationale sur un projet, ça peut être Airbus, ça peut être la coopération franco-chinoise en matière de centrale nucléaire, ça peut être le tunnel sous la Manche, ça peut être des coopérations donc diverses et variées. Là, ça marche parce que tous les intervenants, ils ont un projet limité et tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Ouais. Personne dans Airbus n'a intérêt à ce que l'avion se casse la figure. Mais en revanche, la construction européenne, elle est fondée sur une folie, une utopie. C'est-à-dire que parce que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, frontalière de la Pologne, frontalière de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie et de la Finlande, de proche en proche, on devrait avoir les mêmes intérêts dans tous les domaines. C'est comme si vous habitez dans un immeuble où il y a 27 copropriétaires et vous décidez de retirer les portes palières et de transformer tout ça en communauté hippie. Vous partagez les mêmes budgets et vous partez tous ensemble. Bon. Moi, ça me va, ça. On a bien compris. C'est mon truc. On a bien compris ce que vous voulez dire. Bon, Stéphane, vous savez, les Anglais ne sont pas des imbéciles et ce ne sont pas des extrémistes. Les Anglais ont toujours, depuis la Magna Carta de 1215, il y a 805 ans, ils ont toujours été à l'avant-garde des évolutions du continent. Si les Anglais sortent de l'Union européenne, c'est bien parce qu'il y a un immense problème de démocratie qui d'ailleurs est en train de péter à la figure de tout le monde. Regardez les élections en Allemagne, les élections en Irlande qui ont eu lieu au cours des 4 derniers jours. De partout, l'affaire est en train d'exploser. Et nous, ce que nous disons, c'est que cette architecture au XXIe siècle, c'est une architecture fondée sur des présupposés implicites, racialo-religieux. Au XXIe siècle, ce qui compte, c'est le concert des nations au niveau planétaire, par exemple dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Merci beaucoup, François Asselineau.